Temps de novembre, avec les fleurs sur les arbres et le bruit des motoculteurs pour les jardins que l'on prépare. C'est la fin mars. Pas encore la toute fin, mais la fin est bien entamée. Les framboisiers fleurissent d'un vert tendre. L'argousier Hippophae rhamnoides n'en finit pas de débourrer ses petits bourgeons vert argenté, vert terne. Les jonquilles que j'ai plantées fleurissent inlassablement aux côtés de ces deux petits bouquets de primevère, primavera, printemps. Le ciel est sans couleur et la lumière arrive comme à travers un voile, totalement diffuse, grise. Oui, la lumière est grise parfois. Alors est-ce le printemps ? La couleur de la lumière ne l'évoque pas. Il fait froid aussi. Et je referme la porte. Car ce que m'évoque cette journée, c'est plutôt le froid de la fin octobre. Oui, qui annonce les brumes de novembre, qui seraient déjà en l'occurrence un peu en avance. Mais en octobre, il y aurait encore quelques feuilles aux arbres. Là, nous avons des verts tendres sur les saules. Et puis les fleurs blanches, qui embaument d'ailleurs, les fleurs blanches des pruniers, pruneliers, quelques bouquets roses aussi dans les arbres. Oui, il y a ce vert tendre de printemps, mais c'est tout. C'est très étrange. On dirait qu'on amorce la descente vers l'automne, vers l'hiver. On dirait qu'il n'y a pas de printemps du tout. Il n'y a pas de soleil doré, et ces chants d'oiseaux ne me font pas l'effet de rire d'enfant. Ils sont là comme déplacés. C'est la lumière qui dicte tout. L'ambiance, quoi. Oui, j'ai mis des chaussures, des souliers plutôt, des souliers de ville, que j'ai depuis des années, 2019 je crois, ça m'avait pris comme ça. Des souliers à talons, des escarpins. Eh bien parfois je les mets chez moi. Oh, un petit moment hein, pour ne pas se déformer les pieds. Je me joue un rôle, comme je faisais quand j'étais plus jeune. Me demandant quel personnage je voulais être. Femme conventionnelle, avec tout l'attirail, ou un personnage un peu plus composé. De toute façon, quand on s'habille, on se déguise, n'est-ce pas ? Alors là dehors, c'est novembre. En disant octobre, il ne fait pas encore assez froid. Et la brume n'est pas assez épaisse. Mais elle est tout de même suffisamment pour ne pas voir au-delà de la ligne d'arbres, derrière le pré. Et sur la table du petit déjeuner, il y a ce petit bol bleu de fer, tourné par la potière, rempli d'un bon café.
que j'ai fait chauffer dans une casserole de cuivre. De cuivre que j'ai fourbi ce dimanche. Oui, le cuivre se ternit. Non, il se ternit pas vraiment, il se salit. Et puis il prend un ton orangé. Mais quand on le nettoie, qu'on le refrotte avec ce qu'il faut, il reprend ce ton rose. Ce sont de vraies casseroles. Une petite batterie de 4 casseroles. Généralement, je crois que c'est plutôt 5. C'était chez le brocanteur. Je me réjouis. J'ai remplacé l'usage des 2 petites casseroles d'émail, plutôt de bonne qualité, mais des années 80 qui étaient ici, donc avec des manches aléatoires et des décors variables. Et puis j'ai tendance à tout laisser cramer dans les casseroles aussi. Parce que je fais une chose et puis une autre, enfin vous me connaissez. Il n'y a pas que dans la pensée que je bifurque. Et ça ajoute beaucoup. Même si ces manches sont mal faits, ils sont tellement étroits que la casserole tournerait presque dans la main. Donc il faut serrer un peu plus. Et puis c'est un manche qui conduit la chaleur, donc il faut une petite manique de laine tricotée ou crochetée ou feutrée main. Ce que j'ai en magasin, bien sûr. Donc je me réjouis à chaque instant, je me réjouis de ce cuivre et de ce manche comment c'est, du laiton, non ? Et puis d'utiliser mes petites maniques. L'une d'entre elles, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai faite, on me l'a offerte, donc c'est aussi une joie. D'ailleurs, elle est en coton. Oui, il faut être précis. Donc tout est une joie de toucher ces objets qui ont été faits avec soin et qui méritent un entretien qui rajoute à la joie. Ah, c'est tellement chiant de nettoyer les casseroles, hein. Non, non, pas du tout. Comme dirait Clarissa Pinkola Estés, l'auteur de... Non, pas l'autrice, non, l'auteur de Femmes qui courent avec les loups. Oui, je sais pas si c'est pas un peu féministe, grande déesse, mais bon, il y a beaucoup de choses à prendre malgré tout dans cet ouvrage de psychologie. Eh bien, nettoyer la cuisine, par exemple, nettoyer les casseroles, c'est une tâche psychique. Quand on nettoie quelque chose à l'extérieur de soi, c'est un peu comme quand on nettoie son corps, d'ailleurs on se lave. Bien sûr, souvent on prend trop de douches, mais on peut se laver autrement qu'en se douchant. Là n'est pas la question. Quand on se lave, on lave quelque chose d'ancien, on lave quelque chose d'inutile, en même temps qu'on lave l'exsudation des toxines. Ben oui, la sueur, c'est ça, hein. Qu'on se lave, qu'on se délasse, qu'on se remet à neuf, à peu de frais. Oui, on ne se rajeunit pas en se lavant, quoique. Mais on se remet à neuf. Et je dis quoique parce qu'à un moment où j'étais chez une amie, bon peut-être je m'ennuyais un peu, et j'allais, à chaque fois que j'allais à la salle de bain, je pense aussi, comme j'avais des règles un peu compliquées, il fallait à chaque fois que je repasse à la salle de bain, me nettoyer, nanana. Et comme j'allais beaucoup à la salle de bain, en fait, j'en profitais aussi plusieurs fois par jour pour me laver le visage au gant de toilette avec de ce fameux savon de Marseille, du savon vert, qui a la faculté de neutraliser les toxines. Eh ben, chers amis, ça se connaît. Au niveau de la peau, au niveau de la peau, moi j'ai pas de problème de peau du style boutons, d'acné, trucs comme ça. Je pense que ça peut peut-être aussi avoir un effet. Mais moins de rides, la peau en surface moins vieillie, parce que tout ça c'est des toxines. Donc quand on est tout frais, rose, simplement parce qu'on s'est lavé plusieurs fois en se frictionnant bien, mais sans s'arracher la peau évidemment, avec du bon savon de Marseille, on enlève la lassitude de la journée au fur et à mesure, et ça se voit. C'est agréable quand même. Donc se laver soi-même, nettoyer sous les ongles, tout ça, laver le linge, laver la maison, faire briller les casseroles, ce sont des tâches psychiques. Des tâches miroirs de ce que nous devrions faire pour l'intérieur de nous-mêmes. Pas juste notre corps et nos organes internes, mais aussi notre psychisme, nos émotions, nettoyer le passé, le vider de son contenu traumatique. Alors ça, bien sûr, j'ai dit, le contenu traumatique, c'est pas accessible directement, ça a été dévié vers d'autres voies indirectement accessibles. Mais tout ce qui est accessible, les relations qu'on a avec les uns et les autres, ça nous appartient. Et c'est à chaque instant. Et si on prend conscience que de simplement
comment dire, si on prend conscience que nous pouvons investir ces tâches matérielles et physiques et ménagères d'une valeur psychique, il ne s'agit pas de magie, hein, il ne s'agit pas de transfert magique, il s'agit de projection mentale, c'est-à-dire d'utiliser sa pensée, chose que nous faisons tout le temps, mais au lieu qu'elle s'exerce contre nous et continue à nous reprogrammer à notre insu, nous choisissons la voie symbolique et nous projetons volontairement, symboliquement, pas à chaque fois qu'on y pense, je sais pas, mais nous savons que nous projetons cette énergie psychique dans ces tâches ménagères. Donc à chaque fois que nous balayons, il nous suffit de savoir que nous balayons une partie de nous-mêmes qui était où s'était accumulée de la poussière et des choses tombées au sol, qui doivent être retirées bien sûr, pour avoir place nette. Il y a toujours une joie, mais une joie immédiate. Quand on vient de finir de balayer, de passer l'aspirateur, ou d'essuyer les verres, ou de fourbir les casseroles, ça c'est très net. C'est net dans le cas du balayage et du serpillage du sol. C'est net quand on vient de finir de nettoyer la cuisinière, par exemple. C'est évident. Il y a une joie dont peut-être trop peu de gens prennent conscience. Cette joie n'est pas une joie au rabais. Le métier de ménagère n'est pas un métier au rabais, même s'il n'est pas valorisé financièrement. Dans d'autres circonstances, on peut appeler ça l'intendance, l'organisation, la logistique. La logistique d'une maison, c'est pas rien. Et je disais il n'y a pas si longtemps à quelqu'un, en fait, ça s'accumule vite, même toute seule. Que fait-on des vêtements qui ne sont ni propres ni sales ? Bon, les sous-vêtements vont à la corbeille à linge ou directement dans la bassine pour être nettoyés. De même que tout ce qui a été sali dans la journée. Une chemise pleine de sueur ne sera pas remise. Bon, mais un pantalon avec lequel on ne s'est pas traîné partout. Un pantalon comme celui que j'ai aujourd'hui, un pantalon de laine. Oui, mais le lendemain, il fait beau et je mets une petite robe. Alors qu'est-ce que je fais du pantalon ? Je le remets pas dans l'armoire puisqu'il a été porté. Mais je le mets pas au linge sale non plus. Alors, on le met où le pantalon ? S'il y a que le pantalon, ça va, mais s'il y a 2-3 trucs comme ça, parce que ce pantalon, il est un peu habillé. Alors dans la même journée, comme il a fait très chaud pendant 2 heures, j'ai ressorti une culotte courte. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de la culotte courte et du pantalon le lendemain de petite robe fleurie ? Expliquez-moi. C'est fou, hein ? Bon voilà, ça c'est un tout petit exemple, mais si on est 5 ou 6 dans la maison, qu'est-ce qu'on fait des pantalons de tout le monde ? Des chemises, des joggings des enfants, des chaussettes épaisses, alors que là tout d'un coup on va se mettre pieds nus dans les sandales aux belles heures de la journée. Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Eh ben c'est pareil dans la cuisine, c'est pareil dans la pièce qui sert de bureau, je ne sais pas, c'est pareil. C'est tout le temps, soit on range tout le temps, soit on a l'esprit bien rangé. Alors chez moi, c'était comme ça, l'esprit de ma mère était bien rangé, ça rigolait pas, et on remettait les choses à leur place immédiatement, même si ça nous demandait un petit geste de plus. On n'essuyait pas la vaisselle, non. Ma mère n'était pas une maniaque du ménage, hein, mais on n'essuyait pas la vaisselle, elle égouttait tout tranquillement, c'est-à-dire qu'on faisait pas du travail qu'elle avait pas besoin de faire, mais elle était bien empilée, proprement. Il y avait la vaisselle, mais on s'en servait très peu. Il y a eu un moment où on s'en servait pas, enfin bon. Je suis rendu compte de l'effet un peu gadget parce que faire la vaisselle, quand les assiettes ont été correctement torchées, proprement empilées, qu'il n'y a pas 10 000 trucs qui ont été utilisés pour faire à manger, mais que ça a été lavé au fur et à mesure comme faisait ma mère, et même la vaisselle de 4 personnes, c'était quand même pas grand-chose. Et puis ma mère m'a expliqué l'ordre pour faire la vaisselle. Donc on lave d'abord les verres avec l'éponge propre. On met pas tout à tremper, les trucs dégueulasses qui vont graisser les assiettes et les couverts intérieur-extérieur, alors que seul l'intérieur des assiettes était sale. Et encore, chez nous, les assiettes étaient propres une fois le repas terminé. On ne léchait pas l'assiette, ça se faisait pas chez moi. Mais on lichait avec du pain.
Je dis, on léchait pas, j'en suis pas certaine. Maintenant, il m'arrive de lécher mon assiette. Bien sûr, je le fais pas en toutes circonstances, mais pourquoi m'en priverais-je? Alors c'est vrai que quand on vivait dans la roulotte et ci et ça, on avait des écuelles. Ah ouais, mais une écuelle avec les bords qui remontent un peu, c'était pas possible à lécher. Ben, on aurait plus léché avec le nez qu'avec la langue. Ou alors vraiment les bords. En tout cas, la vaisselle, comme la faisait ma mère, ben, je sais pas, c'était déjà presque propre avant d'être lavé, quoi. Et puis oui, par exemple, oui, on posait pas, par exemple, les verres dans le fond des assiettes si les assiettes étaient sales. Il y a une façon de débarrasser, mais comme nous mangions dans la cuisine et qu'il y avait 2 pas à faire entre l'évier et la table, et ma mère nous a enseigné ça, peut-être avec ses noms tranchants, mais on a vite compris. Alors mon frère n'a jamais fait la vaisselle, que je sache, mais moi j'avais très vite compris l'histoire. Avec peu d'eau, peu de produits, peu d'efforts, la vaisselle était vite faite et ma mère disait mais moi j'aime faire la vaisselle. Parce que pendant ce temps mon esprit s'échappe et je pense à mes sujets d'études, mes choses comme ça. Et moi en fait je m'insurgeais déjà un peu, je me disais mais non, enfin ça me dérangeait. Je me disais oui c'est bien de faire la vaisselle, mais il faut penser à la vaisselle, sinon t'es tout le temps j'employais pas cette terminologie, mais on serait tout le temps dans le mental, on serait toujours dans l'astral, happé par autre chose que l'instant présent. Et maintenant, j'apprécie faire la vaisselle de plusieurs façons différentes. Ben, quand j'ai pas l'eau courante et tout ça, je fais bien attention, je n'empile pas les assiettes, je les essuie ou je les nettoie avec de l'herbe avant de leur passer un peu d'eau chaude ou je les ébouillante, enfin, puis après je les essuie. Ou pas, mais bon. Et puis quand j'ai l'eau et même de l'eau chaude, parfois je fais la plonge. Mais je ne mets pas dans la plonge des choses très sales en même temps que des choses sales. Mais vous croyez peut-être que je suis, comment dire, un peu fixée sur le sujet. Mais réfléchissez. C'est du cerveau logique tout ça. Pourquoi salir quelque chose qui est propre? Les choses sales, laissées en attente sur la cuisinière, mettons, seront lavées une fois que tous les verres et les couverts peu sales seront sortis de la plonge, rapidement rincés. Même avec un seul bac d'évier, le rinçage peut se faire avec très peu d'eau. C'est une organisation mentale, on va dire peut-être mathématique. C'est-à-dire que quand on a besoin de notre cerveau rationnel, il doit être là. Et ça aussi, c'est une satisfaction. Il faut comprendre la satisfaction des mathématiciens, des logiciens, même des mécaniciens. Un mécanicien peut pas envoyer toutes les pièces promener et dire celle qui tombe la première, c'est celle que je dois remonter en premier. Pas du tout. Il nous faut dans la vie harmoniser, j'en parle souvent, hein, nos 2 fonctionnements, on dit nos 2 cerveaux, mais c'est un raccourci, nos 2 hémisphères, voilà, ce sont des images. Il nous faut harmoniser ça, et là, il y a une satisfaction supplémentaire. Parce que la vaisselle est une tâche psychique, mais c'est aussi une tâche logique. C'est aussi un acte d'amour envers la maisonnée. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais si ça ne l'est pas, imaginez l'ambiance à la maison. Si c'est toujours la même boniche, que ce soit l'épouse ou la fille de la famille ou le fils frustré ou je ne sais pas quoi qui fait la vaisselle sans que jamais quelqu'un d'autre prenne cette tâche en main en disant tu es fatigué, je vais le faire. Bah, c'est pas, c'est, comment dire, ce sont des tâches qui seraient constamment dévolues aux uns et aux autres et après on finit par se reposer là-dessus. Mais si nous nous souvenons que c'est à la fois une tâche psychique et un acte d'amour, alors la vie en est revitalisée. J'ai eu une visite dimanche, un homme, et une fois le repas terminé, il fait mine de débarrasser. Je lui dis non, laisse. Mais quand même, je sens bien qu'il ne veut pas se faire servir, et j'apprécie. Et je lui dis, écoute, je vais organiser ça comme je fais moi-même, et puis laisse-moi le faire, laisse-moi te servir. Tu es mon invité. C'est mon plaisir. C'est aussi une tâche féminine dans laquelle je me plais puisque tu viens de me fendre du bois et de faire 2-3 trucs pour lesquels j'avais besoin d'un homme. Donc quand les choses sont ainsi à leur place, moi quand un homme fait mine de débarrasser ou apprécie que je le serve du plat que je viens de faire, tout ça, et ne prend pas ça comme un dû mais comme un honneur,
que je fais honneur à son masculin en lui disant assieds-toi, je te sers, ou bien reste assis ou va fumer ta cigarette, je débarrasse et je fais la vaisselle, quand je ne me sens pas obligée, quand cet homme ne me fait pas d'un revers de main, c'est bon, tu peux débarrasser, alors ça il pourra débarrasser tout seul, ça c'est clair, mais quand un homme apprécie l'honneur que je lui fais, eh bien c'est un plaisir, et c'est un plaisir généralement pour nous deux. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas me faire servir par un homme. Si je vais chez lui et qu'il dispose les assiettes ou après il débarrasse parce que sa cuisine est petite et qu'il a son organisation, tout ça, à moins qu'il me demande de le faire ou de l'aider, ben je n'y toucherai pas. Donc les rôles peuvent s'inverser aussi. Mais parfois, ils sont parfaitement à leur place. Le féminin nourricier, le masculin protecteur, et le masculin protecteur a aussi besoin de repos pour son travail physique intense. Voilà comment je conçois la chose. Oui, d'une façon très traditionnelle. Alors que le féminin, qui a en charge les tâches du foyer, et c'est un véritable travail, c'est pas un travail de force, c'est un travail d'organisation qui demande aussi de la cervelle, de la logique. Mais c'est un travail qui est moins intense et qui est plus constant peut-être. Plus constant. Du matin au soir. Alors que l'homme ne peut pas se tuer à la tâche du matin au soir. Les tâches physiques intenses ne peuvent pas durer du matin au soir. Sinon c'est de l'esclavage, mais généralement soit les hommes sont aliénés, ils peuvent pas s'arrêter, soit ils sont aux mains d'un patron ou d'un système qui exige d'eux qu'ils soient constamment dans une productivité extrême. Et moi je parlais d'un modèle, disons plus juste, qui pourrait être choisi par nous. Quand l'homme s'arrête pour prendre son repas ou que sa journée est finie, si vraiment il a travaillé comme un homme, à faire du bois, un homme fort, quoi, un homme qui exerce sa force, et il faut comprendre que c'est le moment où il s'assied, il n'a pas besoin de se relever tout le temps pour aller chercher ce dont il a besoin. La femme pourvoira. Oui, peut-être un peu comme quand on se fait servir au restaurant, mais au restaurant, il y a deux attitudes. Soit on joue une comédie sociale et on respecte chacun des acteurs, et le client respecte la serveuse qui vient lui apporter son repas, tout ça. La serveuse respecte le client en écoutant sa demande et en lui emportant pas un truc à côté ou en mettant 3 heures à lui apporter le pain ou le sel. Bon, voilà, c'est un jeu où tout le monde se respecte. Et donc le client ne va pas desservir son assiette parce que son rôle n'est pas défini comme tel. Soit on se comporte comme un goujat, et ouais je paye, donc et rappeler 15 fois le garçon pour des broutilles, ou voilà. Mais ça on n'en parle même pas, ça c'est le fait des portails organiques. Mais on pourrait imaginer que quand les rôles sont mieux définis dans la maison, rien ne dit que les rôles ne peuvent pas s'inverser un peu dans la mesure des moyens de chacun. Si l'homme est vraiment fort, la femme ne pourra pas le remplacer. Si l'homme est de force moyenne et que la femme est vraiment costaud, alors peut-être les rôles sont un peu plus interchangeables. Et pour toutes les tâches ménagères, faire la vaisselle ne demande qu'un peu plus d'attention qu'à la femme. À l'homme, ça lui demande plus d'attention parce que généralement, il est dans le travail de force. Je parle toujours de ce même homme à la campagne. Donc les petits verres délicats, les petits verres gravés à apéritif, tout ça, généralement, il préfère ne pas avoir à y toucher lui-même. Puis c'est pas lui qui va faire les gâteaux. Enfin, s'il y a une femme dans les parages, l'homme se dispensera volontiers de toutes ces choses. De plier les chaussettes, enfin, toutes ces tâches vraiment fastidieuses pour lui et où il n'excelle pas. Mais bien sûr qu'il trouvera agréable en ouvrant son tiroir ou la porte de son armoire que tout soit en place et qu'il n'ait qu'à prendre ta paire de chaussettes ou son maillot. J'ai remarqué qu'à chaque fois que nous revenons à ces rôles traditionnels du féminin qui a le souci du détail et de la délicatesse, et du masculin qui aime que l'on reconnaisse sa force, qui aime exercer sa force, qui aime se sentir fort, à chaque fois que on se reconnaît l'un l'autre ces qualités-là, tout d'un coup, la relation homme-femme, et je ne parle pas de relation de couple, relation même fortuite homme-femme, devient beaucoup plus simple. Elle devient plus harmonieuse, et chacun se sent vu et valorisé. Je dis ça parce qu'à chaque fois que ça m'arrive, ça me plaît.
Mais encore une fois, il faut que ce soit dans un respect réel, quoi. De ne pas dénigrer l'autre. De reconnaître vraiment que peut-être que le mec est un vrai bourrin et qu'il a à moitié piétiné les fleurs, mais qu'il a quand même tendu le fil à linge et que ça va tenir longtemps. Alors c'est vrai que les gars, faut quand même un peu leur mettre les points sur les i et puis faut tout ranger, tout planquer avant leur passage. Oui, c'est vrai. Mais ils nous reconnaissent notre qualité à mettre les petites fleurs. Que quand ils rentrent, eh ben le jardin est accueillant, la maison est accueillante. Donc si nous nous reconnaissons mutuellement nos insuffisances et nos qualités, nous ne nous attendons pas à ce que l'autre soit comme nous. Et c'est un effort, bien sûr. Mais je parlais des tâches psychiques du ménage. Ça ne veut pas dire que l'homme s'allie et que la femme passe derrière. Ça, c'est insupportable. Et c'est comme ça que les couples finissent par se déchirer. Si l'homme a sali parce qu'il n'a pas fait attention de retirer ses chaussures ou d'en enlever la boue, c'est à lui de nettoyer derrière lui. Par respect, on va dire. Surtout si ça vient d'être nettoyé. C'est des petites choses comme ça, de marquer son respect pour l'autre. Et puis, réfléchissez dans l'atelier. Ce n'est pas la femme qui vient faire le ménage de l'atelier. Mais moi, j'ai appris dans tous les ateliers où je suis passée et les ambiances masculines, ou d'essence masculine ou majoritairement masculine, qu'à la fin de la journée, on nettoie son chantier. Qu'il s'agisse d'un atelier ou d'un chantier d'extérieur ou même d'intérieur, on nettoie après. On ne revient pas le lendemain matin dans les balayures avec les outils qu'on a oublié de remettre toujours au même endroit. Parce qu'il y a ça aussi. Ça s'apparente à la conduite d'une maison. Les outils. Alors notre cher ou pas cher Jean-Claude Duss, il disait que quand il travaillait avec des gens qui prenaient de temps en temps comme ça fortuitement, qui est pas son apprenti ou son voilà, il y avait pour que les outils reviennent toujours au même endroit, il n'y a pas toujours une table sur les chantiers, surtout quand c'est un chantier de carrelage ou truc comme ça. Donc il avait défini un cercle d'outils. Alors soit c'était tracé à la craie sur une surface qui le permettait, soit c'est un bout de fil, de ficelle, de câble qui délimite un cercle comme ça, et à chaque fois qu'on s'est servi d'un outil, on ne le repose pas n'importe où, on le remet dans le cercle. Alors effectivement, c'est 3 pas de plus, à chaque fois. Mais à chaque fois, on sait où est l'outil. Parce que même si chacun a plus ou moins son outillage, il y a des trucs qui ne sont pas toujours en double sur les chantiers. Et ça, c'est une organisation logique, donc d'essence masculine, mais qui doit être présente dès qu'on fait quelque chose, dans la maison ou en dehors. Donc bien sûr qu'un homme doit avoir une organisation de type domestique. Bien sûr qu'un homme passe le balai, le chiffon, qui fait briller le carrelage qu'il vient de poser, bien sûr. Donc ces tâches de nettoyage, elles sont pour tous. Sinon, ça veut dire qu'on se paye un esclave pour nettoyer à notre place, mais ça n'est pas sain. Chacun doit prendre en charge sa propre crasse, comme ses propres toxines mentales. Si nous revenons à des rôles plus traditionnels, nous excellons plus facilement dans des choses qui nous sont faciles. Donc c'est gratifiant. Et si nous avons un tout petit peu d'intelligence ou de sens d'autrui, nous nous rendons compte que les choses dans lesquelles nous n'excellons pas, soit par manque d'habileté, soit par manque de tournure d'esprit, pour ne pas dire d'intelligence, soit par manque de force, manque de puissance physique, si nous reconnaissons, nos qualités, celles de l'autre, nos insuffisances, celles de l'autre, la vie devient plus harmonieuse. Un homme adore qu'on lui demande de faire des choses qui relèvent de sa force ou de sa capacité d'organisation. Une femme adore qu'on reconnaisse la délicatesse qu'elle a mis dans les choses. Qu'il s'agisse de planter des petites fleurs dans les plates-bandes, ou l'assaisonnement d'un plat, ou le détail de son vêtement, comment elle a assorti les vêtements du jour, ou les chaussures qu'elle vient d'acheter, comment elle les a choisies. L'homme a une vue d'ensemble sur le féminin, mais le féminin aime bien
qu'on remarque aussi les détails. Alors souvent les femmes sont frustrées parce que les hommes ne remarquent pas les détails. Mais c'est à la femme de demander à l'homme. Oui, bien sûr, nous aimerions que ces messieurs nous devinent et qu'ils nous disent, qu'ils nomment, chose qui est difficile pour eux, qu'ils nomment leurs sentiments, leurs impressions. Mais c'est à nous de les accoucher, mesdames, à chaque fois. En leur mettant les mots dans la bouche, c'est-à-dire en leur proposant un éventail de mots dans lesquels ces messieurs vont pouvoir choisir, puisqu'ils ne sont pas très doués déjà pour s'introspecter. Alors il faut les aider à le faire. Il faut les aider à cracher leur valda. Mais comment dire, juste leur dire je t'écoute n'est pas suffisant. Il faut leur proposer un QCM, ouais, un questionnaire à choix multiples, parce qu'une question ouverte, ils sont complètement paumés. Et plus nous comprenons les différences de fonctionnement, plus elles peuvent devenir des sujets de jeu, de plaisanterie, qui désamorcent les situations souvent dramatiques entre les personnes qui sont amenées à partager une expérience de vie. Oui, en général les couples, mais pas uniquement. C'est pour ça que nous nous lassons aussi les uns des autres et « Ah les mecs, j'en peux plus, j'en veux plus dans ma vie, ah les bonnes femmes... » Mais comment pouvons-nous dire de telles aberrations ? Nous avons besoin de notre énergie complémentaire. Dans ce plan, nous sommes divisés. Je me rends compte à quel point l'énergie masculine, vraiment masculine, assumée quoi. Pas gros-gouja, hein, pas drague, j'ai pas parlé de ça, mais un homme qui assume son besoin de reconnaissance en tant qu'homme me fait plaisir. Hein, le côté petit garçon mal dégrossi qui a besoin de montrer comme il a des gros muscles. Vous savez, ces petits garçons de 5 ans qui montrent leurs biceps. Ben, c'est ça un homme. Mais il faut leur dire, oui, c'est vrai, regarde, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les petits garçons? Si on veut pas les éteindre et les frustrer complètement, les dire, oui, oui, oui. Ah, t'es presque aussi fort que papa. Mais il faut encore grandir un peu, il faut manger de la soupe. Voilà. Ben, les hommes, il faut les aider comme ça. Les hommes sont fondamentalement insécures. On croit que c'est les femmes qui sont toujours en train de se regarder la cellulite et comment elles ont vieilli et qu'elles sont pas belles aujourd'hui. Bon, les femmes sont insécures. Dès qu'elles sortent d'elles-mêmes, dès qu'elles se regardent avec un regard extérieur, ce qui n'est pas l'apanage du féminin. Le féminin, c'est profond, c'est interne. Une femme vraiment accomplie, j'allais dire jeune ou vieille, mais la jeunesse, c'est un chemin vers l'accomplissement de soi quand même. Hein, donc c'est pas étonnant qu'on soit insécure quand on est jeune, mais une femme vraiment accomplie se moquera éperdument de ses rides ou de comment on la voit. Parce qu'en général, elle a eu toute une vie pour surmonter ses traumas, ses difficultés, généralement, mais pas toujours, bon, elle a eu des enfants, ou alors même la blessure de ne pas avoir eu d'enfants, mais tout ça, c'est une puissance interne énorme. Alors que l'homme, lui, se demande toujours comment exercer sa force et s'il a été assez fort. Regardez-le, il a toujours besoin de performer. Alors dans la sexualité, n'en parlons pas. Mais quand les hommes, dans notre monde, n'ont plus de quoi exercer leur force physique et leur intelligence pratique, ben bûcherons, cultivateurs ou artisans, je veux dire, tous les hommes ne sont pas forts physiquement. Il y a des hommes qui sont délicats, il y a des horlogers. Mais quand l'homme n'a plus l'occasion d'utiliser son génie masculin propre, il ne sait plus quoi faire de lui. Hein. Ben oui, parce que vendeur, ou trader, ou je sais pas trop quoi, ok, il y a peut-être de l'adrénaline, mais tout ça c'est mental. Où est sa capacité de concevoir? Et ben de dresser les plans d'une maison, ou simplement le plan de travail de la réfection d'une pièce, ou même de la réparation d'une pièce de machine. Est-ce que les hommes qui rentrent le soir du bureau se sentent aussi accomplis que l'homme fourbu qui vient de terminer les joints de carrelage de son chantier de la semaine? Il y a quelque chose d'accompli dans le second cas. Et dans le premier, il y a quelque chose qui ne sera jamais accompli. Ouais, peut-être le mec, il a emporté le marché, mais c'est sans cesse à recommencer. C'est de l'adrénaline en attente. Et que dire aussi bien sûr, de la femme qui travaille dans le même genre de boîte, qui rentre du boulot, qui a été récupérer ses gamins chez la nounou, qui a à peine le temps de faire des courses vite fait au supermarché,
qui ne préparera pas elle-même le légume qu'elle achètera en boîte ou vraisemblablement de nos jours surgelé. Il n'y a pas d'accomplissement. Alors que quand on a fait un gâteau, qu'on a fait le pain, soi-même un pain à la machine, mais c'est une telle fierté. Dimanche, donc, j'avais cette visite et je me suis dit, je vais faire du pain. Il m'en reste encore un peu pour le cas où je le raterai vraiment parce qu'il ne lève pas ici. L'humidité, l'ensemencement de la pièce n'est pas assez bon, hein, même si c'est un levain qui contient toujours, hein, même si c'est écrit levain, ça contient de la levure. Hein, regardez bien les paquets, les amis. Bah oui, même en bio, évidemment, même en bio. Et donc je me suis dit, je vais faire du pain. Si jamais il est raté, il y aura quand même un petit bout. Peut-être qu'il en amènera, allez savoir. Et je vais faire un gâteau. J'ai fait vraiment un bon gâteau, hein, parce que j'avais acheté de la poudre d'amande, chose que je ne fais jamais, mais il y en a en vrac au magasin où je me fournis. Et ce gâteau était merveilleusement réussi. Alors je vous le détaille. Oui, parce que ça nous permettra d'apprendre encore quelque chose. J'avais mis donc des raisins secs. J'avais pas eu le temps de les faire tremper dans du rhum, parce que je mets beaucoup de rhum negrita dans mes gâteaux, comme faisait ma mémé. Ça cuit, donc il ne reste que le goût du rhum, donc le goût d'alcool de canne à sucre. Ah, c'est excellent. Donc je mets du sucre roux. J'avais mis principalement de la farine de sarrasin, que j'aime beaucoup. À force, on sent plus tellement le goût, hein. C'est juste qu'on peut plus bouffer de farine blanche après. Hein. Et un peu de grand épeautre. Ouais, tant que je peux, j'achète du grand épeautre plutôt que du blé, je préfère. C'est pas vraiment différent. Grand épeautre, pas petit épeautre. Et vraiment, j'aime bien. Voilà, un peu de bicarbonate, tout ça. Et outre les raisins et de l'écorce d'orange, de la vraie, hein, de l'écorce d'orange, du truc que t'as pelé, puis t'as laissé sécher, puis t'en coupes des petits bouts. Ah, mais c'est délicieux. Bah oui, c'est pas transformé, il y a rien à faire en fait. Les gens faisaient ça avant, hein. Bon, et si tu as un moulin, tu peux aussi moudre cette même écorce, si tu auras de la poudre hein, d'écorce d'orange, c'est parfait. Mais les bouts d'écorce, c'est génial. Mais même frais, hein. Bah oui, avec le zeste et tout, avec le blanc. Bah, le blanc, il a un goût sucré. Mais là, en l'occurrence, elle était sèche. Et puis j'ai mis du lissier. Du lissier, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous savez déjà, ce sont des baies de goji. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'enverrai bien des baies de goji. D'ailleurs, merci à toi, cher ami. 2 petits paquets de baies de goji. Est-ce que tu aimes? Et si tu n'aimes pas, tu pourras toujours les donner à quelqu'un. Je dis, mais j'adore ça. Et sais-tu que goji est un terme moderne, mais c'est connu depuis longtemps, puisque ça pousse ici, Lycium barbarum, le lissier. Et c'est même dans les d'anciens livres, pas 17e, hein, début 20e, on parle du lissier. Ou 19e, hein, le lissier, L-I-C-I-E-T. Donc c'est un nom français, et le nom latin c'est Lycium barbarum, et c'est l'arbuste qui porte les baies de goji. Donc le lissier, les baies de lissier. Donc j'en ai mis, et la couleur est magnifique, et puis comme ça, c'est un cake aux fruits en fait, mais vraiment délicieux quoi. Bon, c'était très réussi, et je pense que le fait que j'ai fait un gâteau, mamie gâteau, j'ai fait du pain comme la bonne ménagère, et je lui ai dit, je nous ai fait du pain, et j'ai préparé un gâteau. Donc c'était tout à fait, conforme au masculin de s'attendre à ce que le féminin accueillit l'homme avec des choses qui ont été préparées. J'ai fait une petite soupe, j'ai fait bon. Donc j'avais fait le gâteau, mamie gâteau, et du pain. Tout le monde ne fait pas le pain. Tant qu'on n'en a pas fait, on pense que c'est difficile. Bon, c'est difficile de réussir le pain comme les boulangers. Mon pain n'est pas comme celui des boulangers, il est variable. Il était très bon, quoique un peu salé, mais comme nous avons mangé des radis au beurre et que le beurre, lui, n'était pas salé, l'équilibre était parfait. Et comme ce cher personnage, lui aussi, aime manger très salé, comme moi, ouais, ça doit dire des trucs de nous, hein, de chimie organique, hein, eh bien c'était parfait. Mais j'ai perçu que cette attention avait été reçue de façon très masculine, hein, sans un mot, bien sûr. J'ai senti changer subtilement la qualité de son énergie dans une imperceptible, même pas lueur, mais qualité de regard. J'ai fait du pain pour toi, parce que tu venais. Et j'ai apprécié
que mon attention soit appréciée. Et tout ça s'est passé de façon quasiment vibratoire puisqu'il n'y a pas eu de mots là-dessus. Après si, le pain est bon, le gâteau, oui, il est très réussi, puis je l'ai dit moi-même, il est vraiment très réussi, il n'est pas toujours aussi bon. Et nous nous sommes régalés. Le fait de se régaler et de le dire et de le montrer est en soi une reconnaissance. Donc en fait, quand on revient, et je conclurai là-dessus, au rôle traditionnel, que la femme fait un gâteau, et la femme qui prend de l'âge qui fait un gâteau, ça c'est encore plus délicieux, n'est-ce pas? C'est vraiment le rôle de la mémé. Alors je n'ai pas d'enfants, ou de petits-enfants, mais j'ai quand même le rôle, petite mémé, tablier, gâteau. Donc quand on fait ça, on se remet à notre place naturelle, ce qui ne veut pas dire qu'on doit nous y enfermer. Mais quand nous y sommes et que cette place est reconnue et honorée, eh bien, non seulement c'est une joie, mais c'est une forme de soulagement. Et encore une fois, si on nous enferme de façon exclusive, ça devient étouffant. Mais quand nous savons que nous pouvons aussi faire des incursions dans des choses qui ne sont pas forcément pour nous, moi j'aime bien manier la hachette, mais une toute petite, super légère, et faire des trucs de menuiserie et tout ça, je fais pas ce que ferait un homme. Et je ne fends pas des bûches de 50. Les bûches de 30 pas trop lourdes feront l'affaire. Mais j'aime bien aussi. De toute façon, comme a dit ce gars-là, qui était là dimanche, il dit, de toute façon, les petites mémés qui vivaient seules à la campagne, elles fendaient leur bois. Elles faisaient ce qu'elles pouvaient, leur jardin et leur bois. Mais elles faisaient comme font les femmes. Il faut que ce soit plus petit, il faut adapter. Donc en nous adaptons, nous honorons aussi notre nature, notre vraie nature, notre structure physiologique et notre qualité énergétique. Et c'est pas un retour en arrière, pas du tout. C'est un retour à soi.